Vous êtes sur Fréquence Protestante dans l'émission Oblique, Fréquence Protestante dont la fréquence est... Alors, c'est très simple, 100.7 FM. Merci Bruno Podalides. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour... on reparlera peut-être de Bécassine, mais par surprise, vous livrez quelques extraits de votre filmographie et puis éventuellement rebondir là-dessus. Je suis prêt. C'est par là. Voilà, c'est là. Quel bel espace. Oui. Oui, j'aime beaucoup ce côté clos de mur. Il y a une petite place dans un petit village marocain. Oui. Et donc tout là-bas, un massif de romarin. Oui, absolument, tout à fait. Ok. Parfait. Moteur. Ça n'a aucun rapport avec la fille. Avec ce qu'ils ont demandé. Ouais, mais enfin, ça, c'est pas grave, ça. Quoi, c'est quoi le problème? Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que là, ça va être très bien, on va pouvoir y aller. On va pas se prendre la tête sans septembre pour faire une bête interview. On prend ça très bien. Mais c'est pas une question de se Non, prendre non, la tête. je suis prêt. À fond comme ça, c'est très... Ok. Ah, Ouais, non, c'est un cadre. oui. Il est merdique, mais c'est notre cadre. D'accord? Merci. Bon, on peut y aller? Oui, on va y aller. Pourquoi ça te regarde? Pourquoi tu pousses à grader? Non mais attends, il réfléchit à rien, ça me gonfle. Non mais attends, on va pas couper les cheveux en quatre pour une interview, t'as qu'à t'en foutre. Ta gueule. Ça va comme vous voulez. On va peut-être y aller. Bon, alors, on se concentre. Alors, un extrait de Liberto Léron, d'un paysagiste dont il faut se méfier si on tient à son couple, et un extrait de Dieu seul me voit. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. J'ai envie de parler de cadre avec vous. Il y a un truc que j'ai remarqué, qui est frappant dans tous vos films, c'est que j'ai l'impression que vous préférez, plutôt que ce soit l'acteur qui aille à la caméra, plutôt que la caméra qui aille à l'acteur. Très souvent. Et c'est ce qui fait l'onctuosité de vos films. Oh là là, écoutez, merci. Oui, je trouve que c'est une bonne solution économique. Au lieu d'installer un travelling pour se rapprocher de la caméra, que l'acteur marche vers la caméra. Je suis sûr qu'il n'y a pas que ça. Je suis sûr qu'il n'y a pas que l'économie. C'est plutôt un héritage, au bon sens du terme, de la bande dessinée et de la marionnette. Oui, il faut jouer avec le cadre. Enfin, c'est un principe même de comédie. J'ai encore fait le coup là dans Bécassine. Je sais pas. Quelqu'un sort du cadre et il re-rentre tout de suite. Ça me fait toujours rire, ça. On croit que c'est fini. Josiane Balasco, elle dit un truc, elle sort, puis elle revient pour lancer une pique à Jean-Noël Broutet. Jouer avec ça paraît effectivement moi, ça me renvoie au petit théâtre de marionnettes, au théâtre en général, et effectivement à la case BD avec un cadre, lui... qu'on peut pas ouvrir. Encore plus complexe en BD, ouais. Et est-ce que c'est pour vous prévaloir de cette importance du cadre du dessin que vous faites jouer le dessinateur Blutch dans vos films? Voilà. Là, il joue le père de Bécassine. Oui. Il m'avait fait des petits dessins préparatoires formidables, d'ailleurs, de son personnage avec la moustache qui baisse toujours le regard, qui est assez émouvant. Mais Blutch, il joue évidemment avec tous ces codes-là allègrement dans ses albums, ouais. Dans une leçon de cinéma au magazine Première, très intéressante, vous dites Cézanne disait « Je peins aussi l'espace entre la pomme et l'assiette ». Et vous aussi, vous avez besoin de voir l'acteur dans son décor. Oui, l'acteur dans l'espace, ouais, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup les très gros plans au cinéma. Vous savez, ceux qui coupent le front, parce que ça prive la respiration, l'être dans son espace, comment il s'inscrit dans le décor. Bizarrement, je ne peux plus lire la personne si elle est cadrée trop près. Et là, votre personnage, celui de Rastaquouéros dans Bécassine, on le voit arriver de loin. À aucun moment, vous rendez ça luxuriant, vous recadrez pas son visage. Il arrive, il prend son temps pour arriver. C'est le cadre d'abord, la route. Oui, ce qui compte à ce moment-là, c'est le gars qui tire sa petite roulotte à pied. C'est toujours, vous savez, on est pétri de nos émotions d'enfance. Et pour moi, c'est Chaplin fondamentalement. Même si j'ai pas une image précise en tête, mais la roulotte comme ça qui vient de loin, c'est une figure chaplinesque, ouais.
Vous êtes le seul, à ma connaissance, à avoir décrypté le débat Hollande-Sarkozy à la télévision. Et vous aviez fait remarquer, donc c'était dans Première, qu'il y avait des... même si tout le monde s'était mis d'accord dans le staff de François Hollande et celui de Nicolas Sarkozy pour la valeur des plans, la hauteur de la chaise, etc. Par contre, il y a un paramètre que tout le monde avait oublié, c'était le montage. Et que donc, on arrivait à intercaler des plans entre une question qu'on posait à Hollande qui, vous le dites dans cette leçon de cinéma, qui avait des fois des impacts de questions plus durs sur Hollande que sur Sarkozy, juste par le montage. Oui. Est-ce que vous, quand vous découpez, est-ce que c'est quelque chose que à quoi vous pensez en amont ? C'est-à-dire l'impact même émotionnel que ça peut avoir sur les personnages que vous montrez. Oui, beaucoup. Le découpage, c'est pourtant pas du montage, c'est assez compliqué. En fait, j'ai assez d'expérience de montage maintenant pour me donner des libertés au tournage, des libertés de montage, justement. Je sais pertinemment quelle liberté je peux prendre à ce moment-là. Donc je découpe idéalement, et peut-être que j'ai malgré moi un montage en tête, mais je suis très humble devant le montage. Je pense que une demi-seconde d'image rajoutée, le truc est plus drôle du tout. Il n'y a que l'expérience, il n'y a que de le faire encore là, ici et maintenant, qui va dire si ça marche ou pas. C'est très très difficile d'anticiper le montage, vraiment. Et on était obligé de le faire quand on montait en 35. C'était tellement long de déscotcher la pellicule, la recoller. Alors que maintenant, en numérique, je trouve que c'est un immense avantage de décider de lire ou pas lire tel moment. Et du coup, même si je découpe très en avance, mes axes de caméra, je suis dans différents regards, mais je ne suis pas encore dans un rapport au temps qui est vraiment le montage, surtout en comédie. Pour le montage de Dieu seul me voit, votre premier long, qui est devenu une série télé interminable, je crois que vous aviez même rapatrié des salles de montage chez vous, non ? Oui. Mais oui, j'avais... mon premier montage faisait 6 heures, un truc comme ça. Oui. J'ai en effet du coup une série que j'ai appelée interminable en 6 fois 45 minutes. Ouais. Donc, vous êtes en gros d'accord avec ce que Truffaut disait, il faut tourner contre le scénario et monter contre le tournage ? Oui. Ou presque contre le film d'avant aussi. Oui. Oui, c'est-à-dire avoir un rapport critique à chaque étape, en tout cas, et considérer aussi qu'à chaque étape, le film est abouti, alors qu'il ne l'est pas du tout. Mais il faut compter que sur le moment présent. Si on dit ça, je le ferai au mixage, ou ça, je le ferai au montage, c'est assez mauvais. Enfin, il faut traiter le problème dès le départ, dès le scénario, si on le voit, ne pas remettre à l'étape d'après, ouais. On va à Versailles, dans la chambre d'un jeune homme. René Cibourg, 1930. Le Lartigue a vécu pendant 2 ans avec elle. Il l'a énormément photographiée. Je l'ai quittée en 1932. En 1981, c'est-à-dire près de 50 ans plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle m'écrivait qu'elle avait gardé toutes les photos et les toiles que j'avais faites d'elle et qu'elle voulait me les montrer. Quelques mois plus tard, je me suis enfin décidé à lui rendre visite, mais la maison était fermée. La boulangère m'a renseigné. Vous voulez parler de la petite vieille, toute maigre avec un turban ? Elle vient de mourir en s'empoisonnant avec des coquillages. C'est Isabelle, est-ce que t'es là ? T'es là ? Extrait de Dieu seul me voit. Je suis impressionné par l'acuité de vos extraits. Il y a 2 choses là qui me troublent dans cet extrait. C'est d'abord que peu à peu, la voix de votre frère devient quasiment la voix de Sacha Guitry. Oui. Et plus largement, le travail sur les voix dans un film, qu'il soit costume ou pas, c'est quelque chose que l'on rôde ou c'est quelque chose qui peut totalement désarçonner. On pense à une actrice ou un acteur, il vient sur le tournage et la voix, pour des raisons X ou Y, n'est pas celle qu'on avait pensée. Ça doit être vachement inquiétant. J'ai vu un film l'autre jour où Samuel Jackson, tout d'un coup, se parle comme ça avec un feu sur la langue.
dis donc, il dit au réalisateur, t'imagines, ça te dit s'il se fait tout le personnage comme ça, c'est pas marrant, non? Il y a intérêt à mûrir le truc, parce que au dernier moment, sur le plateau, la proposition, ça peut faire peur. Ce qui est beau dans l'extrait que vous donnez en réécoutant, là, c'est que la voix de Denis se métamorphose petit à petit, ce que vous disiez, en Sacha Guitry, pour une espèce de... Je trouve que, paradoxalement, ça tue pas l'émotion du très beau texte. C'est un extrait d'un article de Télérama sur une photo de l'Artigue de René. J'aime bien, je trouve que c'est un bon extrait, parce qu'il y a deux choses qui cohabitent. Une part d'ironie, de grandiloquence, même avec la voix de Sacha Guitry, et puis une réelle émotion. Et cette histoire est très belle, racontée dans l'article, et la photo de l'article aussi. Et puis la mort. On meurt beaucoup dans votre film, que ce soit en faisant du trampoline. C'est pas toujours des morts très... Oui. On peut mourir devant ses enfants en faisant du trampoline à Disneyland Paris. Mais ça, c'est un point commun qu'il y a avec aussi Truffaut, mais beaucoup d'autres, bien sûr. Mm-hmm. C'est les ruptures de ton. Mm-hmm. Votre cinéma, avec 20 ans de recul, c'est quand même le cinéma des ruptures de ton. Peut-être. C'est pas conscient de ma part, mais j'ai l'impression que souvent, c'est ça la comédie. Hein, c'est le brusque changement de registre. Dans la concentration, puis d'un coup, le verre tombe. Et puis, la théorie des catastrophes, l'accumulation et le jeu du comédien qui est dans la rupture, c'est souvent aussi quelque chose de très vivifiant, en fait. Au pire truc raconté, y compris la mort, la rupture de ton fait que on touche le fond et on regrimpe vers la surface. Ouais. Il y a aussi l'idée du temps perdu. Alors, vos personnages sont parfois indécis, parfois décidés, comme Bécassine, mais il y a souvent cette idée du temps perdu que Moustaki illustre bien dans ses chansons. Et dans Adieu Berthe, il y a un moment, je crois que votre frère dit « À quoi est-ce qu'elle a pensé le jour de sa mort ?» Oui, se souvient-elle la dernière fois qu'elle a fait l'amour? Ouais. Alors, est-ce que c'est le temps perdu ou est-ce que c'est la conscience du temps présent? Je suis de plus en plus persuadé qu'il faut vivre le temps présent, c'est jamais déjà de quoi le lendemain est fait. Et j'aimais bien Jean Rochefort à la fin de sa vie qui disait « J'étais très inquiet de la mort à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et puis maintenant, avec mon âge, je m'en fous complètement. Vivez intensément. Et du coup, puisqu'on est là à fouiller les pistes pour accéder au bonheur, il y a peut-être effectivement on ne perd jamais son temps. D'où parfois chez moi un cinéma assez lent, parce que je ne m'ennuie jamais en tant que spectateur. Dans n'importe quel film, je peux m'ennuyer au théâtre, mais au cinéma jamais, parce que je regarde la forme des maisons à l'arrière-plan, j'écoute la bande son, et dans cette capacité à recevoir, comme ça, ce que le réel amène sur l'instant. J'aime bien cette phrase, vous savez, si un bruit vous gêne, écoutez-le. John Cage. Oui, absolument, merci. John Cage. Ben, j'aime bien ça, ouais, c'est tout à fait ça. Alors, les jours ou les soirs d'élection, il y a des votants, il y a aussi des scrutateurs. On repart en 1998, dans Dieu seul me voit. Votre pins, il n'est pas politique, au moins? Ah non, du tout, c'est juste une petite coquetterie, comme de la décoration. Oui, non, parce que vous savez qu'on doit mettre dehors quelqu'un qui présente sur lui ou dans ses propos un signe d'appartenance politique. Ça nous reposera. À voter. Tenez. Ça, je vous en pardon, Francine, mais c'est une idée qui m'exaspère. Si les gens avaient bien regardé la tête de Mussolini ou celle d'Hitler, ils n'auraient pas suivi si loin comme des abrutis. 488. C'est quand même un drôle de mystère, la tête des gens, non? Oui. Monsieur Otto Gazo. Gazin. Qui? Gazin. Alors, Daniel Secaldi, Jean-Noël Broutet et votre frère, Denis Podalides, dans Dieu seul me voit. Difficile ou pas de faire passer des messages politiques ou sociétaux dans les films? Je pense à Liberté Oléron, où PSG devient PS sur la voile d'un bateau. Rien n'est dit, tout est montré. Écoutez, que vous dire
Non, moi, franchement, c'est pas pour faire de la fausse modestie, je n'ai aucun message à adresser. Enfin, c'est pas de l'ordre du message. Par contre, je suis toujours content et intéressé quand on interprète mes films d'une manière politique. Il y a un monsieur à la sortie de Bécassine qui m'a dit « Vous savez que votre film est éminemment politique ?» Alors j'étais intrigué, je lui ai demandé quand même de développer un peu. Il m'a dit « Mais cette classe ouvrière qui invente, c'est très, très important. Il y a peu de films qui le montrent. » Comme ça, voilà. Bon, c'était juste un exemple, mais ça fait partie des choses que je m'interdis de faire explicitement, en tout cas. Ouais. Vous avez été sollicité pour un livre qui s'appelle « Un prof a changé ma vie », oh là là. Écrit par Vincent Rémy. Et Michel Rocard, Christian Lacroix, Aurélie Filippetti, Robert Badinter ont parlé d'un prof qui avait marqué sa vie. Et vous, c'est un prof que vous aimiez beaucoup au lycée parce qu'il avait l'air lui-même de ne pas être sûr de ce qu'il vous enseignait et vous aviez l'impression d'apprendre en même temps que lui. Mmh. Et d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre en doutant. À ce que la vérité ne tombe pas du haut en bas, comme on peut le croire souvent quand on est à l'école, où il y a une espèce de savoir qui plane, et nous, on est là, comme des petits oisillons, à ouvrir la bouche pour avoir la béquée de savoir, alors qu'en fait, le savoir, il vient de nous aussi, et puis que tout a été inventé par les hommes, tout je parle du savoir, la connaissance, elle est en perpétuel mouvement. Enfin, je pense à ça parce que ce professeur là, Georges Labouze, et lui-même réfléchissant à qu'est-ce qu'il pouvait nous dire comme chose sûre et comme chose improbable, nous forgeait notre esprit critique, à ne pas tout gober passivement. Il y a 20 ans, c'est vous qui avez été le porte-parole de beaucoup d'artistes contre le fracas d'une église pour aller chercher des réfugiés. C'était l'église Saint-Bernard. Pourtant, vous étiez très peu connu à l'époque. Mais oui. Oui, c'est même drôle parce que j'avais pris la parole à une assemblée générale où on disait notre texte qui était un appel à la désobéissance civile. Et pour masquer le fait, c'est très curieux comme idée... Les journalistes n'ont pas gardé la lecture de ce texte parce qu'en fait, j'avais caché mon texte derrière le journal Le Monde. Parce que le journaliste ne peut pas filmer un gars qui lit un article du journal. Normalement, on doit avoir la primeur de l'info. Alors que le texte n'était pas dans le journal. Enfin, je le lisais. Et j'avais masqué cette espèce de prise de parole de manière assez maladroite. Ce qui est fou, c'est qu'au bout de 20 ans, on est toujours passible de poursuites judiciaires si on s'occupe d'un migrant, d'un réfugié. Donc c'est bigre. Allez, partons dans l'arrière-boutique de Brico Dream, banc public. Nos objets nous survivront. Pas toujours si on les entretient pas. Vous aimez vos outils ? Ouais. Vous connaissez Petit Pierre ? Non. Mais pendant toute sa vie, il a construit un immense manège qu'il entretenait, actionnait chaque jour. Ah oui, le sourd-muet, là, qui a fait tout ça avec la tôle récupérée, dans le Loiret. Ben, sur son lit de mort à l'hôpital, vous croyez qu'il a demandé des nouvelles de son manège ? Ouais. Non. Non. Il a demandé des nouvelles de ses outils. Il a Olivier Gourmel les larmes aux yeux. Là. Ben, moi aussi, quand j'ai vu le film. Vous adorez les objets. Vos personnages adorent les objets. Qui me le rendent bien. Et on a l'impression, en fait, que le fait d'être astucieux, de savoir utiliser un objet ou le créer, c'est peut-être, alors je vais pas parler comme la personne qui a parlé pompeusement de Bécassine, mais on a l'impression que ça peut être aussi un acte presque de résistance contre, non pas le grand capital, mais contre les choses qui s'emparent de notre presque de liberté. Je me souviens dans Adieu Berthe, quand l'entreprise de pompes funèbres débarque dans la maison de retraite tout en noir, on a l'impression d'être quasiment dans Fahrenheit 451 de Truffaut. Ah oui, on a vraiment l'impression que c'est une invasion, qu'on n'a plus le droit de mourir où on veut, comme on veut. Et Deneuve, son personnage,
c'est la glorification des objets, mais au sens enfantin du terme. Mais on est en larmes. Oui, c'est fait. Réparer les objets, déjà, c'est faire acte de résistance. Je le crois sincèrement. J'étais frappé en écoutant l'extrait du tempo de la scène, tous les silences qu'il y a. C'est très bien d'écouter ça comme ça, uniquement par le son. Parce que ce qu'elle dit, je l'ai vraiment à cœur. Et là, j'étais ému par la simplicité et à la fois la fermeté de Catherine Deneuve dans son récit. Là. Mais tout ça, je me demande si ça vient pas du petit dispositif que vous aviez inventé quand vous étiez petit pour regarder Angélique, Marquise des Anges à la télé. Oui. Vous aviez trouvé un mécanisme à travers... Comment ? Dites-nous. Ah, vous établissez des ponts formidables, cher Pierre. Vraiment, bravo. Oui, c'est la ruse. Hein, mon père, lui, avait le droit de regarder le film, et donc je regardais le film dans ses lunettes, en image retournée dans le reflet de ses lunettes. Ouais. Je voyais que ça te plaisait pas leur cadeau, t'es incroyable. Ben oui, ça m'agresse même. Oui, eux, j'étais très heureux de leur bonne idée, alors quoi? Mais c'est très intime pour moi. C'est très intime d'aimer l'aérospatiale. L'aéropostale, oui, j'aime l'aéropostale, voilà, pour l'idéal. Quel idéal exactement? Relier les hommes aux hommes, traverser l'obscurité au-dessus des mers, la ligne coûte que coûte, la camaraderie, j'ai pas envie de me balader dans le ciel comme ça. Excuse-moi, mais à notre deuxième rendez-vous, tu m'as avoué que quand t'étais petit, t'avais des érections quand, à la main, tu faisais évoluer tes maquettes d'avion. Ah oui, c'est vrai ça. Ben oui. Alors, ça, c'était Comme un avion, votre couple, avec Sandrine Kiberlin. Les bruits sont des bruits de brosse à dents électrique et pas d'avion. Est-ce que Claude Chabrol, quand il disait « qui rit au tournage, pleure au montage », est-ce qu'il a un peu raison? Ah, c'est très drôle, ça. Ça lui va bien, ça. Je dis ça parce que souvent dans les making-of de vos films ou dans vos entretiens, on voit souvent la guitare sèche, vous jouez très souvent des guitaristes dans vos films, et donc là on vous sent prêt à exploser de rire avec Sandrine Kiberlin, mais est-ce que parfois vous vous êtes, avec 20 ans de recul, rendu compte que sur des tournages, quand l'ambiance est trop bonne, on laisse passer des choses? Oui. Si, je suis pas du tout dupe d'une bonne humeur en tournage, ça veut rien dire à l'écran. Enfin, il y a un peu de porosité, heureusement, mais pas tant que ça. Et par contre, c'est fascinant, ces films dont on sait les conflits au tournage qui débouchent sur des films gracieux. Je suis pas très fan de l'improvisation, par exemple, au tournage. C'est pas un truc qui même si j'essaye d'en faire un peu, parce que l'acteur a souvent une certaine liberté de conclure la scène, mais je m'aperçois que je montre rarement ce qu'on a pu improviser, ouais. Ça, c'est un bruit de pellicule, mais pas n'importe lequel. C'est la dernière projection de l'un de vos films en 35 mm. Ah non, mais là, vous êtes terrassant, là. Vous allez chercher dans le bonus du bonus. C'est dingue. Bah, vous ayez qu'à pas les mettre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a perdu avec la pellicule 35 mm. Vu le retour au vinyle. Oui, alors je suis pas du tout dans la nostalgie de l'argentique, moi, de la pellicule. Je trouve qu'on a beaucoup gagné avec le numérique. Beaucoup. Après, on a perdu la manipulation. Même ne serait-ce que le bruit. J'aime beaucoup les engrenages, les poulies d'un projecteur ou d'une table de montage 35. Ça, je regrette beaucoup qu'il n'y ait plus le toucher de l'image. Mais il y a tellement, on a gagné tellement de choses. La copie, au bout de 15 jours d'exploitation, reste neuve. On a plus des changements de bobines ou des répliques étaient rognées au fur et à mesure des projections. Enfin, tout ça, c'est des données d'ordre technique, pratique, mais elles sont très importantes. Et au tournage, on a pu échanger de magasin toutes les 10 minutes. Donc maintenant, si on tourne et qu'un avion passe, je dis pas couper. Je dis on attend l'avion, tout le monde baisse la tête, reste concentré. C'est assez beau d'ailleurs. C'est comme une prière. Et quand l'avion s'éloigne, l'ingénieur du son fait un petit clin d'œil, hochement de tête, et on reprend la scène là où on l'avait laissée, dans une même concentration.
Et ça, c'est grâce au numérique, évidemment. Alors le couple qui se brossait les dents il y a 5 minutes, il est face à son écran télé. Quelle angoisse. Ils sont à 5 pour écrire un scénario. Arrivé à la saison 12, c'est normal que ça patine un peu. Extrait donc de Comme un avion. J'ai retrouvé un entretien de vous au Nouvel Observateur où vous disiez que bon, les séries télé, vous étiez un peu client, mais vous aviez l'impression, quand arrive le premier épisode, d'assister à la dispersion des cendres. J'aimais beaucoup cette formule. Alors, oui, je parlais pas des séries télé, je parlais plutôt des films de cinéma qui passent à la télévision. Donc c'était terrible. Enfin, j'ai encore cette impression-là que c'est l'ultime fin du film, c'est que quand il passe à la télévision, il est dispersé aux 4 vents. Et décidément, à ce moment-là, il ne m'appartient plus. Je pense pas ça des séries parce qu'elles naissent pour la télévision, donc c'est pas pareil. Est-ce que vous êtes dans la posture de quelqu'un en ce moment qui résiste, c'est-à-dire on vous sollicite pour faire des séries télé, puis c'est pas votre truc? Effectivement, comme à d'autres, j'imagine, on me propose des séries télé. Comment dirais-je? Parce que je n'aime pas qu'on dise du mal des séries. Je suis souvent très admiratif des séries. Mais il faut reconnaître que les identités sont différentes. Et je ne crois pas que ça exclut l'un l'autre. On a cru que le théâtre allait... le cinéma allait arrêter le théâtre, que la télé allait arrêter le cinéma. Je crois que tout ça peut cohabiter. Le problème des séries, pour moi, c'est qu'elles sont destinées au petit écran et pas au grand. Et à partir de là, mon désir tombe brusquement. J'ai vraiment besoin d'une dimension de spectacle, de sortir de chez soi, d'être dans le noir, d'avoir des affiches. Et le bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens se recommandent le film, enfin la vie du spectacle. Je ne pourrais pas me priver de ça en tournant une série. Quelques années, on vous aviez dit que vous ne tourneriez jamais aux États-Unis parce que dès qu'on dit couper aux États-Unis, il y a 8 personnes qui se ruent sur le combo pour voir si l'image est à leur goût. Oui. Est-ce que dans les séries télé, c'est pas aussi un peu pareil parfois? Oui, alors on peut effectivement avoir une approche, je dirais, plus théorique quant à la différence, non pas technique, mais cinématographique entre la série et le film de long métrage. Je m'explique. Pour faire court, si vous voulez, parce qu'après on peut dire que le cinéma c'est l'artisanat et la série c'est l'industrie, je dirais plutôt, en ce qui me concerne, que le cinéma, vous regardez l'heure, vous avez bien raison, on ne regarde jamais assez l'heure. Le cinéma, ce serait l'individu et la série, le collectif. Et ça paraît un peu schématique ce que je dis, mais je trouve c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'échelle de valeur déjà. Quand je dis collectif pour la série, c'est déjà que c'est écrit à plusieurs, la plupart du temps. Les script rooms, je sais plus quoi, ils ont des termes. Les showrunners. Les showrunners. La plupart du temps, c'est pas un héros, un individu, mais c'est une famille d'espions, une famille d'une campagne électorale. Après, on imagine chacun une petite équipe de pompes funèbres. Mais c'est toujours l'idée d'un groupe et d'une famille avec les histoires de génération et de déclinaison dans le temps. Alors que pour moi, le cinéma, c'était avant tout... Si je pense à Woody Allen, il y a bien d'autres, ou à Truffaut, c'est entrer dans l'esprit de quelqu'un, s'identifier à une personne, y compris dans ses bassesses. C'est ce pouvoir-là de s'identifier à quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Allez, pour le dernier extrait, on va partir sur un bateau, un père et un de ses 4 fils, Liberté Oléron. Des soucis, du train-train, des chacals, des rascals, des types qui te bouffent la vie. Un moment comme celui-là justifie les millions que tu peux foutre dans un bateau. Pourtant, fais-moi confiance, j'ai pas fini de les payer, les dettes. Mais je m'en fous. J'ai ma récompense. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense rien. Toi, tu en penses rien. Tu es mou, alors. Tu es là, au milieu d'un paysage magnifique, tu as la mer autour de toi et tu en penses rien. Profites-en bien parce que tu en connaîtras pas souvent des moments comme celui-là dans la vie. Eh oui, tu verras plus tard comme ce sera bon de repenser les souvenirs. Tu diras, tiens, ah oui,
Ce jour-là, j'étais en mer avec papa. C'était l'enfance. Hein? Ouais. Tu verras quand je vous aurai légué ce bateau, quand je serai mort. C'est pas sûr que je fasse de vieux os, croyez-moi. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Ah, lis-nous quelque chose, Anatole, là. Je me trompe ou votre propre frère était au début sceptique sur les tendances de jeu que vous lui demandiez pour jouer ce qu'est votre père, en fait? Oui. On parlait des acteurs comme ça qui changent leur voix et ça fait un peu peur au dernier moment. Avec Denis, c'est l'inverse. On était tellement habitués à imiter notre père dans la vie de tous les jours. C'est un trait commun à tous les 4 garçons que nous fûmes. Et du coup, Denis, très naturellement, on était au plus près du personnage en prenant ce petit accent pied noir. Ouais. Quand on adapte des livres, des bandes dessinées comme Le mystère de la chambre jaune ou Bécassine, est-ce qu'on laisse plus de côté le carnet de souvenirs perso ou est-ce que vous arrivez des fois, même dans des adaptations, à glisser des petites choses de votre vraie vie? Je dirais même presque l'inverse, c'est-à-dire que je considère vraiment, sincèrement, que par exemple le dernier, Bécassine, est un de mes films les plus personnels, parce que j'y mets tout ce que j'aime, et tout ce qu'on aime, c'est parfois plus proche de nous que tout ce qu'on a vécu. Donc oui, j'ai une vraie fragilité au tournage, parfois sur Bécassine, à proposer le petit théâtre de marionnettes ou les plaques de polyorama qu'on manipule, je sais plus, c'est dans les détails, dans les choix de musique aussi. J'ai l'impression comme on dit le portrait, vous savez, un peu le questionnaire de Proust, quoi, où finalement on s'expose plus par tous ces accessoires que par l'histoire proprement dite, ouais. Alors à propos de questionnaire, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'émission et que vous êtes le premier invité dans la formule d'1 heure, il y a devant vous 4 Bristol, oui, avec une question boulot, une question philo ou boulot, une question perso. Vous choisissez celle que vous voulez, vous la retournez ou les 4 si vous voulez. Alors Steven Spielberg et moi sommes d'accord sur un point. Une des choses les plus difficiles pour un cinéaste, c'est de descendre de la voiture le matin pour aller sur le plateau. Stanley Kubrick, c'est tellement vrai, c'est dingue que des mecs aussi extraordinaires aient dit ça. Du coup, je le pense aussi, vraiment. Moi, c'est sous la douche. C'est le moment où j'accède au réel, parce que la douche est en train de me réveiller, et je me dis, oh, la journée encore, là. Bon, ça aide, hein, ce petit genre de citation. Hein. Alors ça, c'est autocitation. Clint Eastwood dit que tout réalisateur ne vaut que ce que vaut son dernier film. Mais oui. Et il ne faut pas se leurrer parce que c'est vrai. Ça, c'est vous qui avez dit ça il y a 20 ans. Ouais, enfin, en même temps, je citais Clint Eastwood. Hein. Oui, je le pense toujours. Enfin, en fait, j'ai une version positive de ça, qui est de dire que c'est toujours... Si je fais un film qui est attaqué, ma meilleure façon de le défendre, ça sera avec le suivant. Et les gens, peut-être, reconsidéreront le film ignoré à l'aune du nouveau. Question boulot numéro 2. Un artiste agit avant de réfléchir, alors qu'un artisan réfléchit avant d'agir. C'est Charlie Couture qui a dit ça. L'idéal serait d'être les deux. Charlie Couture, ouais, c'est juste ça. On n'arrête pas de se poser la question de la différence entre l'artiste et l'artisan. C'est toujours intéressant d'ailleurs, parce qu'évidemment, les frontières est quand même extrêmement floues, mais moi j'aime bien l'idée que l'artiste, c'est le coup de la chaise, vous savez, l'artisan fabrique la même chaise et la reproduit. Il peut imaginer écouter la radio, fumer la pipe et heureux le matin de reprendre la construction de sa chaise, alors que l'artiste n'a pas cette joie-là. La plupart du temps, quand il s'agit d'un nouveau film, le doute revient et c'est de nouveau une souffrance, malgré la réussite ou non de la chaise d'avant. Ouais. Et tac, question perso, roulement de tambour. Qu'y a-t-il actuellement sur votre table de nuit ? Il y a une très jolie lampe des années 30 avec une libellule posée dessus. Et j'aime beaucoup cet animal, la libellule, parce qu'elle est à la fois aquatique, terrestre et aérienne. Merci. Et là, on passe au questionnaire rituel. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999, à minuit ?
J'étais chez mon bon ami Marcel, près de Chartres, dans une insouciance totale. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, une seule soirée, une seule personnalité, ce serait qui ? Sans hésiter, Serge Gainsbourg. Je regrette beaucoup de ne pas avoir connu. Personnellement, je veux dire. Vous lui avez rendu hommage dans Dieu seul me voit. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, votre travail, votre caméra, votre amour, vos enfants, dans quelle ville vous vous installez demain matin ? Eh bien, Pierre, croyez-moi, Toulouse. Je ne blague pas. J'ai tourné Dieu seul me voit en partie à Toulouse et je garde un excellent souvenir de cette ville. Je ne sais pas pourquoi. Enchanté. Enfin, les repas de quartier, les Fabulous Troubadours, après Zebda. Déjà, il y a des gens comme ça que j'aime. J'aime la chanson de Nougaro. J'aime la brique. Je trouve cette ville concilie différentes choses qu'on trouve spécifiquement ailleurs, mais c'est un joli melting pot. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Alors, c'est pas une débinade, mais j'offre très rarement des livres. J'offre souvent des BD, mais les livres, je n'aime pas qu'on m'en offre non plus. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on atteint ma liberté. Et du coup, j'offre rarement un livre. J'ai l'impression d'occuper le cerveau de quelqu'un. Je sais pas. Donc, j'ai pas de titre récurrent. Là, récemment, j'ai quand même offert beaucoup j'ai un trou de mémoire. La BD qui a gagné Angoulême, j'étais jury. Le Saga de Grimm. Très beau, très belle BD. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis trop longtemps et vous dites ça, c'est duré, il faut enterrer l'âge de guerre. Vous envoyez par la poste un DVD comme un signe de bonne volonté. C'est quel film ? J'en ai deux, hein. J'ai pas tranché. J'ai Un jour sans fin et La vie est belle de Capra. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée face à une toile ou à une photo, rester en arrêt quelques secondes et vous dire mais c'est moi ? Eh bien, écoutez, prétentieusement, je vais vous dire oui, et car c'était vraiment moi. C'est un tableau que m'a fait Jean-Noël Broutet pour Le parfum de la dame en noir, où je suis très bien dessiné en chevalier de Haddock. Et donc, je fais croire parfois qu'un visiteur chez moi que c'est vraiment un de mes ancêtres qui me ressemble terriblement. Mais ça fait drôle de se voir en peinture, ouais. Est-ce que, avant de prendre une décision artistique, vous avez un toc ou un gris-gris ? Marguerite Duras disait très souvent qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si derrière elle, son lit était impeccablement fait, elle y revenait 3 fois s'il le fallait. Oui, je comprends bien. Moi, je suis très adepte du précepte disant que la nuit porte conseil. Je remets beaucoup de choses au lendemain et j'analyse beaucoup mes rêves éventuels. Ouais. Et vous êtes comme le personnage dans Adieu Berthe, hein, qui dit qu'est-ce que c'est bien de se coucher tôt ? Vous êtes un couche-tôt ? Non, je dis souvent attendons la nuit pour agir, comme dans Dieu seul me voit. Merci beaucoup, Bruno Podalides. Bécassine sort le 20 juin. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.